militants et les grévistes de Verbaudet parce que c'est face à cette répression, il faut qu'on fasse front et c'est aussi le but de ces rassemblements de montrer cette solidarité-là. Merci. Solidarité avec les travailleurs de Verbaudet. Solidarité avec les travailleurs de Verbaudet. Solidarité avec les travailleurs de Verbaudet. Maintenant, je vais passer la parole à Adrien Cornet de la CGT Total Grand Prix, à Thierry Defresne de CGT Total aussi. Salut à tous. Avec Thierry, en tant que raffineur, on a fait de nombreuses grèves. À 22 ans, la première grève, ça a été 2010, contre la réforme retraite de Sarkozy. Et ensuite, on a enchaîné 2016, 2019 et maintenant 2023. Et pourtant, nous, les militants de terrain, de ces expériences-là, de ces grèves, de ces luttes contre le pouvoir, on en a tiré des leçons. Et c'est pour ça que dès janvier, on a signé cette tribune pour appeler à la grève générale reconductible, en disant que c'était la seule manière de combattre ce gouvernement et cette réforme des retraites. La seule des manières. C'était la seule pour nous de gagner. Et aujourd'hui encore, on entend le bilan de l'intersyndicale. Ils osent nous dire qu'ils ont fait leur maximum et que la faute de cette défaite, ce serait celle du gouvernement qui est trop radicalisé. Mais Sarkozy, il était autant déterminé que Macron aujourd'hui. Hein? Et pour autant, ils n'ont pas tiré les bilans de cette lutte. 2010, c'était des grèves massives, une intersyndicale par le haut, des journées isolées, et les raffineurs en pointe. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. On a déployé un arc de force exceptionnel qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. Il faut en prendre conscience. Avec les raffineurs, les éboueurs, les énergéticiens, on est parti en grève reconductible pendant plus de 4 semaines. Et c'est pour ça qu'on a la rage au ventre aujourd'hui. Que nous, on n'a rien à faire à Matignon, à partager un café avec des gens qui nous répriment, qui épargnent nos camarades, qui vont chercher nos camarades devant leurs enfants à 6 heures du matin au Havre, les forcer à travailler, parce que le seul tort des raffineurs grévistes du Havre, c'est d'avoir fait grève, comme c'était mon cas en 22 ans où j'étais premier raffineur en France en 2010 à Grand Puy, à se faire réquisitionner. Et qu'est-ce qu'a fait l'intersyndicale à ce moment-là? Quoi? Quel était le tort de cette grève? De bloquer les avions à terre? Oui, c'est la démonstration, c'est la force des travailleurs. Quand on s'unit, quand on fait grève, il n'y a plus rien qui tourne. Et ça, on rappelle à tout instant. C'est pas dialogue social, c'est pas autour d'un café qu'on va obtenir quoi que ce soit. Et c'est pas en isolant les boîtes par boîte, comme l'a dit Laura, qu'on va y arriver à aller chercher des augmentations de salaire. Et ça, c'est pas des leçons qu'on doit tirer d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, les camarades. C'est des leçons de cet automne. En 2022, la grève des salaires, elle a commencé dans les raffineries en 2022, camarades. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est parti en grève reconductible. Souvenez-vous, mais que il y en avait juste sur le périph'. Ça, c'est la démonstration des travailleurs. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dialogue social. Et quoi? Réquisition. Encore une fois. 2022, 2023. Et personne s'y prépare. C'est pour ça qu'avec le réseau pour la grève générale, on s'est rendu devant la raffinerie du Havre. Et on a récupéré le piquet. Et on a envoyé les forces de l'ordre là où ils doivent être, en dehors de nos usines. Et il faudra qu'on continue demain, et qu'on s'organise. Parce que regardez, le gouvernement, il a sa police. Les patrons, ils ont la police et le gouvernement à leur service. Alors nous, on doit s'organiser. C'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse dans le réseau pour la grève générale. Merci à tous. Merci. Je vais passer la parole
voilà Florence de la ville de Paris. Merci. Bonjour à tout le monde, Florence. Donc, ouais, je suis éducatrice à la ville de Paris. Nous, on est juste voilà, pour un petit témoignage. On a été mobilisés au niveau de la mairie de Paris depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. On a nos collègues qui sont partis en grève reconductible à partir du 6, nos collègues éboueurs, conducteurs, et on a été un certain nombre dans plein de services de la mairie à les suivre en fait. On n'a pas réussi à entraîner nos collègues, ça c'est clair. Il y a eu des faiblesses au niveau de la mobilisation de certains services, mais en fait on a quand même été un certain nombre à décider de nous mettre en grève reconductible. Pour beaucoup d'entre nous, on a repris le travail lundi, on a 2 mois dans les pattes de grève, mais on a créé des liens entre nous, on a essayé de pousser nos syndicats à appeler à cette grève, on a essayé de pousser nos syndicats à créer l'unité, ça n'a pas toujours marché, mais on a quand même réussi, nous, à nous organiser, aussi en prenant appui sur la mobilisation de 2019, parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que chaque mobilisation crée les conditions des liens qu'on peut faire entre nous, de la conscience qu'on peut avoir de l'intérêt de chaque travailleur et travailleuse, et dans les services publics, ce que ça met en lumière, c'est que c'est vraiment une grosse galère, que les moyens qu'on a dans les services sont vraiment très détériorés, et que la réforme des retraites, ça a permis de mettre ça en lumière aussi auprès de nos collègues, et à notre niveau. Voilà, du coup, on continue à être mobilisés, là on est quelques-uns et quelques-unes à avoir répondu à cet appel, parce que comme c'était dit juste avant, ben c'est clair que c'est pas le temps des négociations, clairement pas, et donc on pense qu'il faut vraiment pas lâcher l'affaire, mais faire du 6 juin, même si c'était très loin, et clairement, ben ça a permis de remettre les gens au travail en fait. Donc, mais il faut faire que le 6 juin ce soit à nouveau une très grosse date, de montrer à l'ensemble du monde du travail que c'est pas terminé et qu'on doit continuer à se mobiliser. Par ailleurs, nous, dans le secteur social, en fait, secteur social, médico-social, au niveau national, on s'est doté d'une grève spécifique la semaine prochaine, le 23 mai, au niveau national, il y a un appel à la mobilisation, aussi au niveau des étudiants dans le travail social, et on a dit plusieurs fois dans les AG que cette journée de mobilisation, on l'ouvre à l'ensemble des secteurs. Donc évidemment, là, ça sera peut-être difficile pour un certain nombre de secteurs de s'y associer, mais en tout cas, on veut faire de cette mobilisation sur la réforme des retraites, qui reste une expérience exceptionnelle de solidarité entre les différents corps de métier, un appel à se rejoindre et effectivement à essayer de s'unir. On a nos revendications, c'est les salaires, c'est les conditions de travail aussi, les moyens qu'on peut avoir dans les services, et c'est surtout les conditions des aides sociales, parce que ce que nous on a, c'est des salaires souvent de misère dans des métiers très féminisés, mais aussi ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les personnes les plus vulnérables de la société, et nous on est les premiers témoins de la merde dans laquelle les gens sont de plus en plus, les demandes explosent, et il n'y a plus personne qui veut venir travailler dans le secteur tellement c'est la merde. Donc on a besoin de regrouper les luttes de notre secteur. On le fait vendre mardi prochain, mais on va continuer. C'est un mouvement qui dure depuis déjà au moins 2 ans, et voilà, sur lequel on essaye de regrouper les luttes, et voilà. Et donc vous êtes les bienvenus. Mardi à Paris, ce sera une manifestation qui part à 13h30 du métro Lourmel, devant le syndicat patronal qui veut détruire l'opération collective dans le privé, mais c'est aussi un appel du public. Donc voilà, bien, merci à tout le monde et merci pour ce rassemblement. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Mariama du collectif Sans Papier 75 et membre du Réseau pour la grève générale. C'est une fierté de l'avoir aujourd'hui avec nous. Bonsoir à tous et à tous. Je remercie d'abord les organisateurs. Ça nous a fait plaisir d'être là aujourd'hui. Depuis que le mouvement de grève générale a commencé, j'ai participé avec eux. Nous, avant que nous disions d'abord la retraite, nous on parle d'abord pour la régularisation globale de tous les sans-papiers. Parce que nous sommes des oubliés. Et pourtant, sans les immigrés, rien ne peut se faire. C'est nous
les immigrés, qui travaillent matin et soir. Nous sommes là. Nous sortons de 6 heures du matin. On rentre à 20h, 21h. Et pourtant, on n'a pas de bon salaire. Il y en a qui gagnent même pas 800 €. Et pourtant, aujourd'hui, Darmanin nous propose un séjour d'1 an. On n'en veut pas, ni aujourd'hui, ni demain, et nous allons nous battre jusqu'à avoir ce qu'on veut. C'est pour cela. C'est pour cela, à chaque fois qu'il y a les gens qui sortent pour manifester, les sans-papiers sont dehors. Nous sommes dehors tous les vendredis. Tous les vendredis, on sort dehors, on se bat pour avoir la régularisation globale de tous les sans-papiers, de tous les immigrés, sans aucun problème. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Et donc, je vais passer la parole à l'agent de la CGT. Bonjour à tous, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Alors moi je suis le PIB, je ne sais pas si vous connaissez PIB. PIB c'est des marques de frontières, Marmara, Lucéa, etc., etc. De belles marques françaises du voyage. Alors nous il y a en 2021, allez, il y a pratiquement 2 ans, en 2020 pardon, il y a pratiquement 3 ans, on a fait face à un plan social de la honte, c'est-à-dire que 600 d'entre nous sur 900 ont été licenciés par le PDG, installé confortablement au Maroc, où nous a licenciés en visioconférence. Donc on s'est retrouvé 600 salariés à la rue. Pour autant, on s'est mangé un coup sur la tête. Pour l'instant, on ne s'est pas désarmé. Et on a lutté face à ce plan social de la honte. On a été aidé, bien entendu, par les camarades du Sud. Gaël était parmi eux, Xavier, Victor et tant d'autres nous ont soutenus. On a eu aussi Anthony de la CGT qui nous a aidés. Et d'autres partis politiques comme le Parti communiste, la France Insoumise, les Verts, tout le monde était derrière nous. Par contre, les autorités, personne. On était les voir pour discuter ce plan social. On nous disait, si le Covid, vous devez mourir, vous êtes en voyage. Il n'y a pas d'avenir pour vous, c'est terminé. Donc, on a réussi à faire aller ce plan social. Et je voulais vous faire deux petites anecdotes concernant Borne. Parce qu'on a eu affaire à Borne pendant cette période-là. Borne était ministre du Travail. Donc, on a été la voir, le ministre du Travail. Mais c'est dur d'avoir les autorités. Peut-être que le ministre du Travail va nous aider. On a été les voir en leur disant, on a été licenciés en visioconférence. C'est scandaleux. Notre entreprise bénéficie du chômage partiel. Elle a touché 30 millions d'euros. Et on est en Canada, on les laisse faire. Elle nous a dit en quelque sorte, monsieur, les gars, on ne peut rien faire pour vous. Le Covid est là, le Covid à Bordeaux. Vous deviez, votre boîte devait être liquidée, vous avez de la chance. Il y a encore 300 salariés qui restent. Vous imaginez tout ça. Donc nous, face à cette colère, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir nos camarades de la directeur. C'est la directe qui ont les plans sociaux. On a fait une manifestation, on les a traités un peu, on a utilisé des mots d'oiseaux que je n'utiliserai pas maintenant. Face à ça, quand Mme Borne a appris tout ça, elle a appelé Martinez en disant ce qu'on fait les PUI, c'est scandaleux. Et vous allez le payer très cher. Et aujourd'hui, les PUI, 8 d'entre nous, on est mis en examen pour diffamation et injure parce qu'on s'est permis de faire une manifestation et parce que Mme Borne est derrière et elle veut faire payer les vainqueurs comme les PUI. Parce qu'on a été vainqueurs de cette affaire. On a réussi à faire annuler ce plan et aujourd'hui, ils réintègrent des salariés PUI. Des salariés qui avaient été licenciés sont réintégrés. Et ça, c'est une fierté. Tout ça pour vous dire que le combat fait. On aurait pu baisser les bras et se dire on arrête, c'est fini. Et bien aujourd'hui, il faut continuer. On est dans une dynamique, il faut continuer cette dynamique. Il faut mener des opérations coup de poing. Nous, à la CGT, Commerce et Services, on a mené différentes opérations coup de poing sur les Champs-Élysées, le McDo, qu'on a occupé pendant une demi-journée. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé au champ de la Défense pendant une demi-journée pour les attaquer au niveau du portefeuille. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'on continuera à faire. Maintenant, concernant ce rendez-vous de l'intersyndicale chez Mme Borne, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est des conneries. Il faut continuer à se battre, rien qu'à se battre. C'est par le combat qu'on a obtenu les congés payés. C'est par le combat qu'on a obtenu la sécurité sociale et pas autrement. Et ça, c'est pas en allant discuter avec ces gens-là qu'on n'obtient rien, quoi que ce soit. Continuez la lutte, il y a la lutte qui perd. Et la force est en nous. Merci
beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Farid de Solidaire RATP. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Farid, conducteur RER à Nanterre actuellement. Donc sur les RER. Donc on est là aujourd'hui après une bataille qu'on a livrée un peu différemment un peu partout. Il y a eu une unité syndicale, c'est clair, au départ, elle a fait du bien, elle a servi. Mais faut se dire les choses. On est tous des grands. Et il y a un problème dans cette unité syndicale. Quand l'unité syndicale, elle est de façade, elle est que sur des papiers, elle n'est pas sur des actions, elle n'est pas sur des volontés. Dès le départ, de vouloir faire mal et de vouloir gagner, il y a un gros problème. Et on va à la défaite. Quand on entend certains dire qu'on peut aller manifester avec le Front National derrière nous, il y a un problème. Quand c'est des dirigeants syndicaux qui le font, c'est pas bon. Quand il y en a certains qui nous disent qu'ils ne veulent pas impacter l'économie, on n'a jamais gagné sans impacter l'économie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Faut qu'ils se réveillent, ces gens-là. Les bureaucraties syndicales, elles sont gentilles si elles nous proposent un plan de bataille où on va gagner. Mais sinon, elles ne servent à rien. Aujourd'hui, cette réunion, il y en a déjà eu une. Ils sont partis à Matignon la dernière fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le café. Madame Borne, elle leur a claqué la porte à la gueule. Elle leur a dit dégagez, je vous écoute même pas. Et ils y retournent. En fait, quoi, là, au bout de 3-4 mois, on a mis des millions de personnes dans la rue. Et on va à Matignon maintenant négocier et prendre le café avec eux et rester des heures et des heures à parler avec eux pour soi-disant leur dire, on nous raconte quoi? On nous raconte que, on va leur dire que on n'est toujours pas d'accord avec cette contre-réforme de retraite. On n'est pas d'accord pour leur donner 2 ans de notre vie. Mais pourquoi vous y allez alors? Pourquoi vous allez parler pendant des heures avec eux dans ces bureaux si c'est pour juste leur dire ça? Vous rentrez, vous ressortez. C'est ça, normalement c'est comme ça que ça doit se passer. Donc il faut arrêter le double discours syndical. Soit on veut rentrer dans quelque chose de dur et vraiment gagner, soit on fait du bluff. Et nous on en a marre du bluff. En 2019, on nous a vendu du bluff. On est parti sur une grève, nous à la RATP pendant 45 jours environ. On s'est battu, on était isolés. On nous disait, vous inquiétez pas, les autres ils vont suivre, il n'y a rien eu. Dans le privé, ça n'a pas assez suivi. Mais il y a des syndicats, ils sont surreprésentatifs dans le privé. Alors faut qu'ils bougent leur cul. Faut qu'ils se bougent pour mobiliser les gens. On prend pas des étiquettes syndicales juste pour la gamelle. Juste pour ce petit confort personnel. C'est pour emmener du monde avec nous, pour combattre les réformes que ce gouvernement veut nous mettre et tous les reculs qu'on a. Depuis 30 ans, on a des reculs, on les encaisse. Mais il faut se mobiliser, il faut vraiment qu'on se retrouve tous ensemble, qu'on prenne conscience de ce qui se passe, de vraiment prendre conscience que tant qu'on n'aura pas un vrai plan de bataille pour gagner, on n'y arrivera pas. Et la seule moyen de gagner, c'est de rentrer la grève partout, dans toutes les boîtes, la grève générale, forte, massive, qui fait gagner. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà. Tous ensemble et tous ensemble. Grève générale. Grève générale. Grève générale. Merci Farid. Maintenant, je vais passer la parole à Richie des Gilets jaunes. Bonjour les camarades. Alors, quelques mots simplement pour dire que l'heure, elle n'est pas à la discussion, elle n'est pas à la compromission avec un pouvoir pourri. L'heure, elle est d'être ici dans la rue. Parce qu'au moment où on parle, il y a des camarades qui sont réprimés avec un système judiciaire qui est complice aujourd'hui des dérives et des violences. Aujourd'hui, au moment où on parle, il y a un pouvoir qui fait couler le sang de nos camarades lycéens. Il est mis en garde à vue en espérant qu'il soit au garde à vous. Et non, nous n'allons pas discuter avec ce pouvoir qui déchaîne une violence inédite, qui ne sait que parler par la répression. La seule chose sur laquelle on peut compter, c'est notre force, la force des travailleurs, parce que le sujet, avec cette réforme des retraites, c'est ni plus ni moins qu'à lutte des classes, le combat entre celles et ceux qui prennent tout et ceux qui produisent tout. Voilà aujourd'hui le combat que nous devons mener. Et nous avons une seule chose à notre disposition pour cela, c'est notre auto-organisation.
notre autodéfense populaire. Nous devons travailler à nous organiser afin de riposter, afin de leur rendre les coups qu'ils nous mettent depuis des décennies en nous tabassant, en crachant sur nos parents par leur biais de leurs multiples régressions sociales. N'acceptons pas cela, mais prenons conscience que le pouvoir, il est entre nos mains. Pourquoi? Et on le voit très concrètement en ce moment dans le pays. Ils ne peuvent pas aller où que ce soit sans trimballer derrière eux des casserolades. La casserole est devenue une arme politique. Nous, le pouvoir, nous l'avons. L'ingéniosité, nous l'avons. Donc il faut continuer sur ce chemin-là. Et surtout ne rien lâcher. Ne pas aller discuter avec ces pourritures. Parce que n'oublions pas qu'à travers ce mouvement, depuis qu'il a débuté, il y a des camarades, un camarade de Sidrail qui a été éborgné, il y a des camarades qui ont perdu une main, et ça c'est pas rien, c'est des mutilations à vie, et c'était pareil pendant les Gilets jaunes, on a éborgné des dizaines de personnes, alors non, on va pas aller discuter avec ces gens-là dans leur beau salon, on va pas aller prendre le café avec eux, on va aller dans la rue, on va battre le pavé, on va effectivement œuvrer à la construction de barricades et de lancer de pavés, parce que c'est notre seule arme avec la grève massive. Alors on lâche rien, faisons bloc, et si on s'organise, la victoire, elle est à portée de main parce que nous sommes la majorité. Le monde déteste la police et tout. 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 Merci. Je vais passer la parole à Laurent de Sud Commerce. Merci. D'abord, un grand merci donc aux camarades qui ont trouvé bon organiser cette initiative, à savoir l'AG Interproduit 92, devenue de fait une AG francilienne, et les camarades du réseau de la grève générale, parce qu'effectivement, ça fait plaisir que toutes les forces convergent, et que c'est grâce à cette lutte-là qu'on pourra gagner. Alors, deux choses. Pour, je crois, citer Molière, que sont-ils venus faire dans cette galère? Il faut quand même qu'on nous explique. Il y a les 5 confédérations syndicales dites représentatives qui sont reçues par Madame Borne hier et aujourd'hui. J'ai compris ce qui faisait la force de ce mouvement exceptionnel qu'on connaît dans le pays depuis janvier. C'était une unité syndicale sans faille, historique. Ils auraient pu au moins faire l'effort, comme ils ont fait en avril dernier, de dire, où tout le monde vient, pour à nouveau vous dire, les yeux dans les yeux, on veut que vous retiriez votre retraite, où personne ne vient. C'est quand même un problème. Et c'est pour ça qu'on a eu raison d'être nombreux, syndiqués, pas syndiqués, de différentes centrales, de venir ici aujourd'hui, tout simplement pour leur dire, et tout simplement pour qu'ils puissent l'entendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a devant nous? Effectivement, la réforme des retraites, promulguée ou pas, applicable ou pas, pour eux, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Ils n'arrivent absolument pas à s'en défaire. On tape sur des casseroles parce que ça leur tape sur le système. Et partout où ils sortent, président, ministre, ils sont tous tricards. Et on peut que s'en féliciter. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on nous a parlé du 6 juin. Très bien. Nous, le 6 juin, on sera là. Ça sera la 14e journée. Mais on dit simplement deux choses. À quoi va servir cette nouvelle journée? La 14e quand même depuis janvier. Il paraît que ça permettrait à nos députés, pour quand même un peu la pression, d'abroger la réforme qui est passée par le 49.3. Le problème, c'est quoi? Vous avez aimé le 47.1. Vous avez aimé le 49.3. Eh ben, vous adorez l'article 40 qui va permettre par un tour de passe-passe à une majorité gouvernementale politique, qu'on n'est absolument pas une, qui puisse même pas voter. C'est ce que je dis en fait, c'est pas un gouvernement à qui l'affaire, c'est une collection de calibres. Et en attendant, c'est nous qui prenons ça dans la peau.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire le 6 qu'on n'a pas déjà essayé et déjà fait? Et je terminerai là-dessus. On a dit que c'est dans longtemps le 6. On avait du temps pour mobiliser. Super. Bah nous on dit la chose suivante. Pourquoi l'intersyndicale n'appellerait pas tous ceux, toutes celles qui le souhaitent à venir manifester sur Paris ce jour-là? On l'a fait en 2003 déjà pour les retraites. On l'a fait en 2016 pour la loi travail. Pourquoi on ne le ferait pas? Ça aurait une autre gueule que les manifestations, même si elles sont importantes, même si elles sont pas à négliger, qu'on a déjà faites, et surtout ça permettrait quoi? Ça permettrait de redémarrer véritablement la mobilisation, qu'on aille à nouveau vers des grèves massives, qu'elles puissent se généraliser, tout simplement pour pouvoir les bloquer. Je terminerai juste, il y a un proverbe mexicain que j'aime bien, que vous devez connaître, hein. Ils pensaient nous enterrer, et en fait, nous étions des grèves. Et ben ça tombe bien, parce que le printemps, c'est le 21 juin, et que la mobilisation, elle est encore devant nous. Merci. Je vais passer la parole à Anthony, conseiller municipal de la France Insoumise de Malakoff. Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci aux organisateurs de ce rassemblement, parce qu'évidemment, le 6 juin, c'est très loin, et en attendant, la réforme des retraites est en train de passer de manière antidémocratique à l'Assemblée. C'est le fait de la Constitution et de la 5e République, évidemment, mais nous nous apercevons dans ce moment-là que les députés, même d'opposition, et qui défendent la retraite à 60 ans, ne servent pas à grand-chose, à part parler au Parlement. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on arrive à organiser le blocage de l'économie de ce pays en tapant le MEDEF et le patronat au portefeuille. Puisque ce sont eux qui dirigent le pays. Macron et leurs marionnettes. Si demain le MEDEF et le patronat disaient à Macron d'arrêter ses bêtises, d'arrêter ses conneries, tout serait fini. Et donc nous, notre mission en tant que salariés, en tant que jeunes, en tant que retraités, en tant que syndiqués, en tant que militants d'une organisation politique, c'est de rejoindre tous ceux et toutes celles qui organisent les blocages partout en France. Il faut savoir que ces grands capitalistes qui se font de l'oseille sur notre dos, et je parle des Bernard Arnault, des Drahi, des Niel, et tout cela qui ne payent presque pas d'impôts en France, sont leur peur sur notre travail. C'est nous qui produisons les richesses. C'est nous qui faisons tourner le pays. Nous l'avons vu pendant la crise du Covid. Pendant la crise du Covid, qui était sur le terrain? C'était pas les milliardaires, c'était pas les Bernard Arnault, c'était les caissières et les caissiers, c'était les femmes de ménage, les agents RATP, SNCF, les postiers. Ce sont ces gens-là qui étaient sur le terrain. Alors, ils les ont appelés les héros et les héroïnes du pays pendant à ces moments-là. Et maintenant, ils seraient devenus les héros, les zéros du pays. Ils sont en train de leur voler 2 ans de vie. Ils sont en train de voler 2 ans de salaire à tous les travailleurs de ce pays. Ils ne s'aperçoivent même pas qu'en augmentant l'âge de départ à la retraite, puisque ça a déjà été fait avec le Parti Socialiste et la réforme Touraine, de l'augmentation de 60 à 62 ans, ils ne s'aperçoivent même pas qu'en faisant ça, ils font baisser l'espérance de vie dans ce pays. Alors, à mon avis, ils s'en aperçoivent, mais ils n'en ont rien à faire, parce qu'ils n'ont rien à faire de nos vies. Ils n'ont rien à faire de qui nous sommes. Nous sommes juste des fachos qui sont là pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Alors, organisons-nous, luttons ensemble, main dans la main, peu importe les égos,
peu importe les partis, peu importe les syndicats. Et c'est pas en allant parler à Madame Borne, qui n'en a rien à faire de ce qui va être raconté là-bas tout à l'heure à Matignon, et qui n'en a rien à faire de ce qui a été raconté hier à Matignon, qu'on arrivera à faire avancer les choses. Ce qui leur fait peur, c'est le mouvement, c'est la masse, c'est les millions de personnes qui se mobilisent, c'est les actions à travers tout le pays, les actions coup de poing, mais c'est surtout le blocage de l'économie. Rejoignez les blocages quand ils seront remis en place. Rejoignez ceux qui luttent. C'est ça qui est important. Merci en tout cas à tous ceux qui luttent et à tous ceux qui favorisent la lutte. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais passer la parole à Clément, qui est cheminot aux ateliers TGV de Châtillon et qui, avec ses collègues, est parti en grève sauvage après le 49.3. Merci beaucoup. Non mais moi je voulais faire une intervention rapide parce qu'en réalité on se retrouve encore avec la même chose à chaque fois et pendant ce mouvement c'est pas la première fois qu'ils vont négocier à Matignon avec la première ministre. Bon visiblement ils sont abonnés aux petits fours ici, ils les aiment beaucoup les petits fours, mais la réalité c'est qu'il n'y aura rien à gratter dans les salons de Matignon. Moi je veux souligner un truc dans ce mouvement parce que ça me paraît important de le souligner. Cette 5e République, les camarades, cette 5e République qui leur permet de passer leur loi en force avec des députés payés à 6 000 €. Ils sont payés 6 000 €, ils touchent des retraites, ils peuvent se goinfrer comme des porcs. Ça c'est une réalité. C'est une réalité. Et le problème, on le voit, il faut passer ces réformes-là en force. Et moi je pense que ce mouvement, il a montré une chose et ils ont un problème bien plus profond qu'au tout début. Ils ont un problème parce que les gens aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que la 5e République, ce système, c'est un problème pour avancer. Et que ce système-là, il faut le combattre. Il a été remis en question avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais là, il est remis en question de manière beaucoup plus profonde. Parce qu'on est en droit d'exiger ça. On a le droit d'exiger que les députés, ils touchent des salaires comme tous les ouvriers normaux. Des salaires moyens normaux, qui n'aient pas des retraites abusives. Parce que ces gens-là, ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés de notre vie. Ils sont déconnectés de notre quotidien. Et ces gens-là, c'est eux qui veulent nous faire travailler 2 ans de plus. C'est eux qui veulent faire cramer l'environnement. Qui répriment, j'envoie 2 personnes dans le coma à Sainte-Soline. C'est eux qui promulguent des lois racistes, comme la loi immigration, qui font des interventions impérialistes à Montpouchou, à Mayotte. Et nous, on doit dénoncer ça. On doit combattre ce système. Et ça me paraît important de le souligner aujourd'hui, parce que les syndicats, les directions syndicales, elles sont là aussi, dans l'espoir de dire, on va renforcer le Parlement pour la promulgation de la loi Lyotte. Mais la réalité, c'est que ce système-là, il ne permettra jamais ça. Arrêtons avec les illusions. Unissons-nous, combattons-nous tous ensemble. On se met tous ensemble pour une grève générale. Parce que pourquoi ils ont peur de la grève générale? Parce que forcément, on va poser la question du pouvoir. Forcément, on va poser la question contre ce système-là, contre la 5e République. Mais il y a un moyen de combattre ça, de combattre toutes ces injustices, de les lier tout ensemble et de se battre vraiment pour un monde meilleur. En tout cas, merci beaucoup pour la prise de parole. Merci. Et maintenant, je vais passer la parole à Ariane, qui est militante étudiante du Point Levé. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, je suis étudiante à Paris 1, membre du Point Levé et membre du réseau pour la grève générale. Et je pense que ce rassemblement, il a l'avantage d'être à la fois un signal qu'on envoie au gouvernement pour lui montrer qu'on ne lâchera pas, qu'on ira le traquer jusqu'au bout, qu'on ira jusqu'au retrait de cette réforme et qu'on outrepassera toutes les interdictions de rassemblement et de manifestation qui émaillent tout le territoire. Mais c'est aussi un signal qu'on envoie à l'intersyndicale pour lui dire qu'il n'y a rien à négocier avec ce gouvernement et que n'importe quel type de négociation à Matignon, à l'Élysée, c'est autant de temps et d'énergie perdus par rapport à ce qui devrait être mis dans la construction d'un plan de bataille qui vaille le coup et qui nous permette d'aller jusqu'au bout contre cette réforme et contre toutes les attaques antisociales qui sont prévues par Elisabeth Borne. Parce que quoi qu'il se dise dans ce salon,
peu importe le temps qui est passé, tout ça c'est un temps qui devrait être consacré non seulement à construire un plan de bataille qui nous permette d'aller jusqu'à la victoire, mais c'est aussi un temps qui devrait être passé aux côtés des travailleurs et des travailleuses qui sont réprimés à leur côté sur les piquets de grève, qui sont réquisitionnés à la raffinerie Total dans les raffineries et sur les piquets de grève. L'intersyndicale, elle le dit, Pinet, elle le dit aussi, le pouvoir il est radicalisé, alors il n'y a aucune raison d'aller négocier à Matignon, à l'Élysée, avec un gouvernement qui a succédé en fait les 47 ans, les 49-3, tous les outils antidémocratiques de la 5e République pour aller contre un mouvement historique qui est déterminé à aller jusqu'au retrait, mais c'est aussi un pouvoir qui est aussi inflexible parce qu'il sait que derrière la réforme des retraites, il y a une guerre de classe qui est en train de se jouer et s'il est aussi autoritaire, s'il est prêt à aller jusqu'au bout, c'est qu'il sait aussi que nous on est déterminés et du côté de la jeunesse, nous on est face à un pouvoir qui n'hésite pas à nous réprimer, à nous gazer, à nous mutiler, à nous épargner, à nous agresser sexuellement, à nous humilier dans les gardes à vue, dans les commissariats, à nous poursuivre en justice. Actuellement, pendant que la CGT, la CFDT, l'UNSA, ils sont en train de négocier à Matignon, il y a autant de jeunes qui sont en prison, qui sont en détention provisoire, qui sont en train de passer devant le juge et qui risquent en fait de pourrir en prison pour avoir manifesté pour cette réforme des retraites. Donc non, il n'y a rien à négocier, ce rassemblement, il est là pour le réaffirmer. Il n'y a rien à demander avec un gouvernement qui nous emprisonne et nous réprime. Et si la jeunesse ne présente pas ce rassemblement, c'est qu'on sait que c'est aux côtés de travailleurs qu'on peut construire le rapport de force nécessaire pour aller chercher le retrait de la réforme, mais aussi pour aller chercher bien plus, parce que tout le monde le sait, derrière la réforme des retraites, il y a la loi anti-casseurs, il y a la loi travail, il y a les attaques contre le RSA, il y a l'aggravation de la sélection à l'université, l'aggravation de la précarité, et c'est tout ça qu'il faut mettre dans un programme revendicatif, dans un plan de bataille pour se prémunir de toutes ces attaques qui sont faites contre les travailleurs et contre la jeunesse. Et je vous invite évidemment à rejoindre le réseau pour la grève générale pour se coordonner entre travailleurs, étudiants, militants de la base, mais aussi je vous invite à venir toutes et tous à la soirée contre la répression organisée par le Point Levé ce soir à la Place d'Or pour organiser la suite, célébrer les 4 mois de mobilisation de la réforme des retraites, mais aussi organiser la riposte la plus large possible face en fait à cette répression qui s'abat contre le mouvement social. Merci Ariane. Vous allez passer la parole à Victor de UNPHL. Ouais. Bonjour à tous les camarades. Comme tous les intervenants et intervenantes avant moi, saluer cette initiative qui est indispensable. Je ne vais pas répéter ce que tous les intervenants et les camarades avant ont brillamment expliqué sur la responsabilité de cette intersyndicale, sur le non-sens de cette rencontre, sur les 10 000 raisons qu'on a de continuer à se battre contre Macron et les capitalistes, parce que c'est eux les bourgeois, les patrons, qui dirigent aujourd'hui cette société et ce pays. Moi, les camarades, j'aimerais mettre l'accent sur une question qu'on doit tous et toutes se poser et s'interroger. Et c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, on est ici les camarades de différents fronts de lutte, de différentes organisations politiques, syndicales, de différents collectifs, de différentes formes de regroupement. L'intersyndicale, on connaît la couleur. On la connaît par les mouvements sociaux précédents. Mais on la connaît aussi par les épisodes qu'on a connus dans ce mouvement. Lorsqu'au début de la mobilisation, on savait déjà depuis l'été dernier qu'on allait avoir cette réforme. Et on a dû attendre le 19 janvier pour avoir une date de grève. Lorsque le 7 mars, il y avait des travailleurs, des éboueurs, des cheminots, dans les agents interpro, dans les regroupements, qui votaient, main levée, la grève reconductible, qu'ils ont fait 30, 45, 60 jours de grève. Où étaient les communiqués de l'intersyndicale à l'époque? Où étaient les caisses de grève nationales? Si ce n'était celles des camarades de la caisse de solidarité, des caisses de grève locales? Où étaient ces prises de position? Lorsque le Conseil constitutionnel avait donné son avis de merde, que tout le monde savait déjà que ça allait être un avis de merde, et que la réponse qu'on nous a dit à l'époque, c'était que le 1er mai. Et le 20 et le 28, on fait 2 petites balades de santé. Et que là, on est au 1er mai, où t'as
2,3 millions de personnes dans la rue. Ouais, d'accord, c'est un jour férié, mais même Noël ne mobilise pas tout le monde. Hein. Ça fait beaucoup. Et qu'ils nous disent, ah, le 6 juin, combien de fois on va compter les défauts de l'intersyndicale? Combien de fois on va le regretter et se lamenter? Alors qu'aujourd'hui, il y a assez de forces vives, assez de personnes convaincues, assez de forces actives pour en réalité proposer autre chose. Notre problème aujourd'hui, c'est pas seulement que eux déçoivent les mouvements. On le sait, comme l'eau mouille. Le problème aujourd'hui, c'est comment on incarne autre chose. Une autre orientation. Lutte des classes. Allez, résolument anticapitaliste. Qui met au centre de la grève sa reconduction, le blocage, la jonction entre la jeunesse et le monde du travail. On contrôle les secteurs, le public et le privé. C'est ça la question aujourd'hui qui se pose à nous les camarades. Et aujourd'hui, plus que jamais, les conditions elles sont réunies pour rendre ça possible. Le mouvement n'est pas à sa fin. Il continue certes sous d'autres formes. Mais ces autres formes, elles nous obligent à nous de prendre conscience de notre responsabilité. De ne pas continuer à pointer du doigt à ceux qui ne font pas. Et faire soi-même. Et on peut faire ça aujourd'hui. Et nous, on espère en tout cas pour les camarades du NPA que cette perspective-là, on arrive aujourd'hui à se serrer les coudes, comme disait Anthony, à discuter stratégie et aller vers l'avant. Les camarades de l'Interpro du 92 dont je participe en tant qu'étudiant à Nanterre ont soumis cette proposition de faire une rencontre interprofessionnelle le 3 juin. Il y en aura sûrement d'autres et plein de noms. Mais il serait temps aujourd'hui qu'on réussisse à se retrouver dans une même salle. Parce qu'on le sait que ce combat, parce qu'il est contre le patronat, parce qu'il est contre leur système, il ne va pas se finir. C'est pas pour rien qu'il y a quelques jours, ils étaient à Versailles, tous réunis avec tous les patrons du monde. Elon Musk et compagnie. C'est parce que pour eux, leur système, ils réfléchissent à comment ils mettent plus d'exploitation, d'oppression. Alors nous, comment on réfléchit à y mettre plus de combativité, d'union, de stratégie à nos perspectives. Parce que c'est ce que demande tout le monde autour de nous, les travailleurs et la jeunesse. Merci à vous, camarades, et merci à tous les camarades qui ont organisé ce rassemblement très important. Bien dans le rassemblement, Frédéric Lardon, je ne sais pas si je prends la parole ou pas. Bon, je vais passer la parole à Gaël ici à ma côté. Frédéric, on dit ici que tu n'aurais pas entendu que tu étais demandé au micro. Je crois clairement que maintenant c'est pas possible que tu dises que tu n'as pas entendu, que tu étais clairement demandé au micro. Après, tu n'es pas obligé de prendre la parole. Voilà. On te fait plein d'amour, Fred. Donc Gaël, postier dans les Hauts-de-Seine, participant à l'Assemblée Générale interprofessionnelle dans le 92. Évidemment que c'était très important, même si c'est symbolique et que c'est l'ordre du symbolique, d'être, je crois, à environ, d'après Google Maps, 500 mètres de Matignon. Qu'ils ont peur d'un petit rassemblement. Qu'ils ont peur de travailleurs et travailleuses qui se mettent juste aux abords de leur fenêtre sans même un fanwick, avec pour tout apparat un autocollant, des banderoles, qui semblent peu à l'aise de leur politique, de la légitimité de leur politique, qui nécessite camions, fourgons, CRS et autres éléments de protection, qu'ils ont peu confiance dans leurs arguments pour être obligés
des manifestants et manifestantes dans les lycées, comme encore mardi dernier à Paris, avec une extrême violence, où comme ça a été dit, en fait les travailleurs et travailleuses surtout, puisque c'est surtout les travailleuses à Verbonnet qui se battent pour pouvoir remplir leur frigo, qui se battent pour pouvoir augmenter leur salaire, qu'ils sont peu à l'aise. Et en fait, les camarades, ils ont déjà perdu. Ce gouvernement et le MEDEF, donneur d'ordre derrière lui, ils ont déjà perdu. Alors vous allez me dire, mais Gaël, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, ils ont déjà perdu? Mais ils n'ont pas les genoux au sol. La loi est passée, elle est promulguée. L'intersyndicale va les rencontrer et discute comme si de rien n'était, comme si on n'était pas à 2 jours de 4 mois de mobilisation, de grève et de manifestation. Ils ont déjà perdu. Ils ont perdu parce que la majorité de notre corps, des travailleurs, des travailleuses, de la jeunesse, a perdu les illusions institutionnelles dans cet État capitaliste qui aujourd'hui attend le résultat de ces négociations dans nos entreprises, dans nos quartiers, dans nos lieux d'études. Personne qui aujourd'hui attend en réalité ou espérait que le Conseil constitutionnel donne une autre décision que celle pour laquelle il a été mis en place et formé, à savoir défendre les intérêts du patronat. Personne qui aujourd'hui trouve que cette loi serait légitime. Le fait de nous faire prendre 2 ans de plus, 2 ans ferme, personne. Et en réalité, le temps joue contre Macron. Le temps joue contre ce gouvernement. Il s'agit maintenant, les camarades, les amis, les collègues, il s'agit maintenant à nous de comprendre qu'il va falloir se regrouper, s'organiser, frapper ensemble. Ça commence par des initiatives comme celle d'aujourd'hui. Ça veut dire aussi, évidemment, construire le 6 juin. Pas juste le 6 juin, parce qu'on se dit que c'est une 14e journée, mais parce qu'en fait, cette journée remettra de nouveau au centre la grève, la manifestation. Il faut que nos grèves, nos manifestations soient massives. Il faut que nos grèves, nos manifestations le 6 donnent un coup de semonce à ce gouvernement et imposent directement le fait de continuer le lendemain et évidemment le 8 juin. Comment serait-il possible d'être en grève et en manifestation le 6 et de regarder dans nos télés ce que vont faire les parlementaires? L'usage de l'article 40, comme ça a été dit par Laurent. Évidemment qu'il faudra remettre, comme on l'avait fait le 15 mars, le lendemain, le 16, à Concorde, devant l'Assemblée nationale. Ce gouvernement veut tourner la page, mais la page, elle n'est pas tournée pour nous. Alors, on va gagner. Ils ont déjà perdu. Mais évidemment, cela veut dire qu'il faut qu'on se regroupe et qu'on s'organise. Aujourd'hui, il y a des camarades qui s'organisent et se regroupent autour du réseau de la grève générale. Très bien, cette initiative a permis, entre autres, que ce rassemblement ait lieu. D'autres camarades s'organisent et se regroupent autour de la coordination nationale étudiante, autour d'assemblées générales interprofessionnelles, comme celle du 92. Et cela se démultiplie au niveau national. Parfois, ce sont des organisations syndicales. Parfois, ce sont des intersyndicales combatives, comme celle de Rouen. Il faut que tous ces gens, tous ces militants, tous ces travailleurs, toutes ces travailleuses se rencontrent. Et la proposition qu'on fait, c'est de le faire à Paris, à la Bourse du Travail, le 3 juin. Tous que ça déborde de nombre de travailleurs et de travailleuses, mais que ça déborde aussi en termes de structure, d'organisation syndicale, politique et associative, et qu'on prépare cette séquence, celle du 6, celle du 7, celle du 8, jusqu'au retrait. Merci à vous les camarades. Merci Gaël. Et pour la dernière intervention, je vais donner la parole à Mars, féminin
sur le secteur de Paris. Ouais, bonjour à toutes et à tous les camarades. Déjà, il y a énormément de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup d'intervenants juste avant moi. Si on est là, c'est parce que ce qui est en train de se passer n'est pas le fait du hasard, n'est pas anodin, n'est pas quelque chose qu'on doit taire. Malheureusement, depuis le début de la mobilisation, on tait énormément ce qui se passe autour de l'intersyndicale et de sa position. Je veux dire par là, il y avait un des acquis, notamment du mouvement des Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes, ils avaient mis au cœur la question de la bureaucratie syndicale, la question de la trahison du mouvement ouvrier. Et souvenez-vous, moi je me rappelle, il y avait un jour où les Gilets jaunes étaient partis à Matignon ou à l'Élysée, et puis ils avaient fait un live sur Facebook en même temps pour que ils disent en gros, il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas, c'est la base qui décide. Et ça, c'était un des acquis du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on avait mis notamment au centre l'attitude de la bureaucratie syndicale. Et que la question, elle n'est pas de se dire l'unité syndicale, c'est pas bon, on n'en veut pas, etc. Bien au contraire. Mais comme l'a dit Farid dans sa très bonne intervention tout à l'heure, l'unité syndicale, c'est autour d'un plan de bataille. C'est autour d'un plan de bataille. Parce que la réalité, c'est que l'unité syndicale dans le terrain, elle n'existe quasiment pas. Hier, moi, j'étais dans un rassemblement pour le fret SNCF, à l'appel de l'intersyndicale SNCF, contre la liquidation. Si vous avez un peu suivi ce qui est en train de se passer, on attend une décision de la Commission européenne qui va statuer sur la liquidation de fret SNCF, qui est une entreprise historique. Je veux dire, la SNCF, elle a été créée non pas autour du voyageur, mais autour du transport de marchandises. Et ce serait quelque chose qui serait terrible qu'une entreprise après 150 ans d'existence, telle que le fret SNCF, alors que la question du climat elle est au centre, alors que tout ce qui est en train de se passer autour de l'emploi est central, de se retrouver avec une liquidation de cette entreprise. Mais au-delà d'expliquer ce qui se passe au fret SNCF, je disais que l'intersyndicale SNCF, elle avait appelé. Et c'est incroyable parce qu'à un moment donné, ils ont mis on lâche rien de HK Saltimbanque. Mais ils ne l'ont même pas mis en même temps. Il y en a, il l'a balancé, et puis l'autre, il a changé de chanson dans sa camionnette et il a mis 45 secondes derrière. C'est-à-dire que même dans la musique, ils sont même pas unis en réalité. Ils sont pas unis. Quand il y a les élections professionnelles dans les entreprises, il n'y a aucune unité. C'est à celui qui va bouffer l'autre. Donc l'unité syndicale, c'est pas à nous qu'on va essayer de la faire. On est pour l'unité syndicale, mais l'unité syndicale qui est derrière les travailleuses et les travailleurs, qui écoute la parole des travailleuses et des travailleurs, qui n'a comme seul mandat le respect des assemblées générales. Mais quand vous avez une intersyndicale qui, depuis 4 mois, les camarades, donne des dates le soir à 20h, alors que votre assemblée générale, elle est le matin, à 9h, vous décidez de quoi si vous ne savez même pas quelle est la suite? Lorsqu'on donne des dates tous les 10 jours, tous les 15 jours, lorsque le dirigeant principal de cette intersyndicale, c'est Laurent Berger, qui vous dit qu'il est opposé au blocage de l'économie, que la reconductible est une vue de l'esprit, que pour les travailleuses et les travailleurs précaires, la grève, ça n'existe pas. Et bien qu'il aille regarder les travailleurs du métro, les travailleurs du nettoyage, qui en l'espace de 3-4 jours ont plié leur entreprise, ils ont récupéré 400 € de prime, 6% d'augmentation de salaire, l'augmentation d'indemnité pérenne et le remboursement intégral de l'ensemble des jours de grève. Eh ben, si ça c'est une vue de l'esprit, si les travailleurs précaires, ils savent pas se battre, eh ben j'aimerais être un travailleur précaire aussi et être aussi nul dans le combat qu'ils l'ont montré aujourd'hui, parce qu'ils ont montré la radicalité et la détermination. Et notamment avec le réseau pour la grève générale, on ne s'est pas contenté uniquement de parler de l'intersyndicale ou d'autres. On a parlé aussi de la question des mots d'ordre. Et si les camarades du métro, du nettoyage, ont gagné aujourd'hui sur leurs revendications, c'est parce que la question des salaires, elle est centrale. C'est pas juste une question de date et de rendez-vous. C'est aussi comment tu élargis le mouvement. Et que oui, quand tu es arrivé à l'âge de 34 ans de Côte d'Ivoire et que tu es agent dans le bâtiment et que la réforme Marisol Touraine, elle t'impose 43 années de cotisation,
eh ben, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, quoi. Quand t'as commencé ta cotisation de retraite à l'âge de 33 ans en France et que t'as 43 ans à cotiser, tu pars à 76 ans. Donc comment tu vas le tirer? Moi, je pense que l'ouvrier du bâtiment, qui est d'origine marocaine, sénégalaise ou autre, il n'est pas opposé à la réforme des retraites, il n'est pas contre nous. Il ne considère pas que notre lutte, elle ne se justifie pas. Mais c'est le rôle des dirigeants syndicaux, des militants que nous sommes, d'expliquer aussi pourquoi on n'arrive pas à élargir le mouvement, pourquoi on n'arrive pas à l'étendre à l'ensemble des composantes de notre classe. Que oui, quand tu es un jeune, que tu as juste un BTS, les camarades. C'est-à-dire que tu as fini en gros tes études à 21 ans. Il y a des camarades étudiants, lorsque tu as un Master 2 ou autre, tu sors beaucoup plus tard. Mais aujourd'hui, juste avec un BTS, qui est à peu près le minimum, ce que les étudiants de manière générale font, bah, quand tu as 43 annuités de cotisation, et que tu as commencé à 21 ans, tu pars à 64 ans. Donc pourquoi il va se battre contre la réforme à 64 ans, alors qu'il part déjà à 64 ans sans cette réforme? Et donc toutes ces questions-là, la question des mots d'ordre, la question de la stratégie, elle est centrale. Et que le problème, il y en a énormément qui n'ont pas ouvert la gueule une seule fois. Parce que l'unité syndicale, c'est formidable. Il ne faut pas la critiquer. Ne dis rien, sinon tu vas faire fuir Berger. Mais pour faire quoi? Quelle a été l'utilité de cette unité syndicale? Pour se taper sur l'épaule et se dire, eh, on a perdu, mais on a perdu unis. Bah, écoutez, entre une victoire dans la division ou une défaite dans l'unité, excusez-moi, je préfère une victoire dans la division s'il faut. Le top, c'est une victoire dans l'unité. Mais se contenter de ça, ce n'est pas possible. Et donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on est en train de mettre la rubalise autour d'un trou, les amis, dans lequel on est tombé. En 2003, en 2007, en 2010, en 2016, en 2018, 19. Et le problème, c'est que s'il n'y a personne, s'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle des organisations, des collectifs, tels que le Réseau pour la grève générale qui met de la rubalise, pour dire, les amis, vous n'avez pas remarqué, on est déjà tombé dans ce trou-là il y a quelques mois, évitons de retomber encore dedans. C'est à quoi sert ce rassemblement-là? À dénoncer ce qui est en train de se passer. Encore pire, quand, comme a dit tout à l'heure Laura, il y a une femme qui a eu un cancer à Verbaudet et qui se fait étrangler. À la base, quand on est un militant syndical, on a un peu d'honneur. C'est-à-dire que moi, je viens pas négocier avec toi quand tu es en train de savater mes collègues. Je discute pas avec toi quand il y a des conseils de discipline. Tu me menaces pas. Il n'y a jamais aucune. Moi, je connais dans énormément d'entreprises où lorsque le patron il réprime, les gens ils montent pas dans le bureau pour discuter avec lui. C'est une question de principe. Je ne discute pas avec toi si tu es en train de réquisitionner des gens. Si tu es en train de taper chez des camarades de l'énergie devant leurs enfants et tu leur mets les pinces devant leurs femmes et leurs enfants. Que tu vas taper chez des raffineurs et que tu leur mets les pinces devant leurs femmes et leurs enfants. Je ne viens pas discuter avec toi. C'est un minimum. Même ce principe-là, il n'y est pas. Alors la question, elle n'est pas de se dire le dialogue social ou pas. Mais ça fait quand même 4 mois qu'ils n'ont pas retiré une virgule. Est-ce que quelqu'un pense une seule seconde que Elisabeth Borne, elle est frappée par je ne sais pas quelle lumière et qu'elle va dire je vais augmenter les salaires, je vais baisser le temps de travail, je vais partager les richesses? Alors qu'en 4 mois, avec plus de 3 millions parfois dans certaines mobilisations de grévistes, même une virgule, ils ne l'ont pas retirée. Et donc c'est ça ce qui est problématique. C'est de donner l'illusion aux gens que là-bas, il peut se passer quelque chose. Ce qui est problématique, c'est quand on met un site internet pour aller interpeller son député. C'est quoi son député? Parce que moi je connais au moins 89 députés. Je ne sais pas, quand tu es militant de la CGT, quand tu es militant de Solidaire ou quelques syndicats que ce soit, si tu dois aller leur envoyer un mail pour dire « S'il te plaît, Front National », ça serait bien que tu votes. Et puis après, dans 4 piges, on va venir dire le fascisme, ceci, cela. Mais les gens ils vont dire « Mais mec, t'as mis un site internet ».
Tu m'as dit d'aller voter pour lui. Tu m'as dit que lui, il est de notre côté, qu'il doit voter avec moi. Mais c'est pas un fasciste. Je l'ai interpellé, j'ai un mail encore pour dire, monsieur, madame Marine Le Pen, ma députée, votez s'il vous plaît contre la réforme des retraites. Mais je peux pas ne pas voter maintenant pour Marine Le Pen. J'ai demandé, je l'ai sollicité. Et tu sais quoi, elle a voté contre. Donc, est-ce que je dois pas voter pour elle, peut-être en 2027? Parce qu'au final, si toi, le syndicaliste, t'es de gauche, tu m'as demandé de voter pour elle. Et ça, les amis, c'est hyper dangereux. C'est ouvrir la boîte de Pandore à quelque chose de terrible pour la suite. C'est au-delà de la réforme des retraites. Tout à l'heure, Clément disait, le groupe de Lyotte, c'est le groupe dans lequel il y a le plus de réactionnaires en soutien à l'opération Wambouchou. Moi, j'ai pas besoin d'avoir une réforme, un projet de loi de gens qui en ont rien à taper, d'aller détruire des milliers de maisons, d'aller chasser plus de 20 000 migrants des Comores. Moi, j'ai pas besoin de leur proposition de loi. Et que quand on est une organisation syndicale, on doit faire le travail sur le terrain, à l'image des camarades du nettoyage. Il y a la possibilité de lutter. On n'a pas fait tout ça pour rien pendant 4 mois et demi. Et on doit dénoncer ça. Et pas que l'intersyndicale. Parce qu'il y a aussi des organisations syndicales là-dedans. Quelle est la différence entre Philippe Martinez et Sophie Binet? Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'elle a fait de plus? Qu'est-ce qu'elle a fait de différent? Rien du tout. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Sophie Binet. Quand on lui a demandé c'est quoi la différence entre vous et Martinez, elle a dit c'est la moustache. Oui, elle a raison. La seule différence entre elle et Martinez, c'est la moustache. Qu'est-ce qu'a fait la direction de Solidaire dans le mouvement? Quelle a été son influence? Solidaire, ils se sont créés contre Nicole Notat, contre la CFDT, contre les trahisons syndicales, pour dire aux gens c'est l'auto-organisation, la grève elle appartient aux grévistes. Quel a été l'apport de Solidaire là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À part ramener une banane rose à Matignon et faire une photo en disant il y a une banane Solidaire qui s'est glissée dans Matignon. Et moi ça me fout la honte les amis. Parce que moi j'ai fait 41 jours de grève. J'ai fait 41 jours de grève. Et moi, n'importe quel fédéral là, il vient tout de suite devant moi. Tous. Berger, Martinez, Binet, tous devant moi. Et qui me sortent leur fiche de paye tout de suite. Et qui me montrent combien de jours ils ont fait. Quel argent ils ont sacrifié. Nous, on a sacrifié de l'argent. On s'est réveillé le matin. On n'a pas vu nos enfants. On est parti, on a tourné, on a tracté. Pour l'avenir de nos enfants. Pour nos collègues. Donc on a le droit d'ouvrir notre gueule. Et on l'ouvrira jusqu'au bout. Il n'y a personne qui nous dira ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. Parce que c'est nous qui faisons vivre le syndicalisme. C'est nous qui disons que ce qui est en train de se passer là n'est pas normal. Que nous, militants syndicaux, c'est contre nous. Personne ne nous a consultés. Et d'ailleurs, les camarades, j'ai même pas besoin de preuves. Vous vous souvenez, il y a eu une manifestation le 1er mai. Elle a fini à peu près à 19 h. À midi, il y a eu un communiqué. Sincèrement, aller consulter presque 3 millions de syndicalistes entre 19 h et midi le lendemain pour savoir s'ils étaient OK pour pas y discuter, on sait très bien qu'il n'y a personne qui a été consulté. Donc même leurs textes, ils ne les respectent pas. Leurs statuts, leurs chartes. On fait des congrès. Il y a eu un congrès de la CGT il n'y a pas longtemps. Il y a des textes qui sont votés. On essaye de respecter ce qu'on écrit. Mais est-ce que les syndicalistes de la CGT, ils ont été consultés là-dessus? Pourquoi tu me ramènes dans un congrès où on dépense des millions d'euros si lorsque le congrès il est fini, le lendemain tu ne me consultes pas? Je n'existe plus. J'ai plus mon mot à dire dans la stratégie. J'ai pas le droit, moi, en tant que gréviste, de dire ce qui se passe sur mon terrain et qu'on est légitime à décider aussi. Et les camarades, ce qu'on fait ici, on met de la rubalise autour d'un trou, de ce trou béant que tout le monde voit. Et qu'il va falloir à un moment donné passer autour et tracer notre chemin. La force des travailleurs, c'est la grève. C'est par l'auto-organisation, les coordinations, les collectifs. C'est par le fait de construire ce rapport de force le plus large et le plus massif possible.
La grève reconductible n'est pas une vue de l'esprit. Il n'y a que comme ça qu'ils comprennent. Macron est un radicalisé. Il est radical. On ne peut pas lui enlever ça. À 3h26, il a promulgué la loi. On ne peut pas lui enlever ça. Il est passé au 49.3. On ne peut pas lui enlever ça. Il s'est des crachats au visage du monde ouvrier, de celles et ceux qui sont en grève. Lui, il est radical. Mais on a des gens qui autour ne veulent pas la lutte. Ils ne veulent pas se battre. Ils veulent envoyer des lettres pour dire attention, ça va exploser. Mais non, on est heureux que ça explose. On demande que ça. On trouve même que ça explose pas assez. Et toi, t'envoies des courriers pour dire attention. Mais t'es avec nous ou t'es contre nous? Pourquoi tu préviens l'ennemi? Ne préviens pas. Moi, je suis satisfait quand il y a des camarades tous les soirs à Paris, au moment du passage du 49.3, que ça manifeste, qu'il y a des casserolades, qu'il y a des grèves. On est heureux de ça, de cette explosivité. Et je pense, les camarades, pour m'arrêter là-dessus, que la séquence n'est pas finie, loin de là. Je ne saurais pas vous dire si on va gagner sur la réforme des retraites ou pas. Très sincèrement, dire la vérité, être lucide, ce n'est pas mentir ou démoraliser ou autre, mais dire la vérité. Ce que Lénine disait, la meilleure chose qu'un militant révolutionnaire il peut faire, c'est dire la vérité aux travailleuses et aux travailleurs. Et je pense qu'on est toutes et tous capables de voir que c'est pas nous qui sommes responsables de ce qui est en train de se passer. Que même si on perd, les camarades qui sont là aujourd'hui, encore le 17 mai, qui tiennent des banderoles, des drapeaux, qui viennent avec des casseroles et autres, ce n'est pas à eux de rougir ou quoi que ce soit. On a fait le travail, on a essayé de se mobiliser jusqu'au bout. Mais on ne peut pas vendre du rêve non plus. Parce que derrière, on sait très bien qu'une nouvelle journée de grève isolée, il faut qu'elle soit importante, je suis d'accord avec Gaël là-dessus. Il faut la rendre massive. Ce n'est pas suffisant s'il n'y a pas de plan de bataille, s'il n'y a pas d'élargissement sur la question des salaires, de l'inflation, du climat, etc., etc. Il faut une bataille du tous ensemble et il faut la construire. Et je pense que c'est à partir de ces rassemblements-là qu'il faut commencer à discuter avec les uns et les autres, de gens qui vont commencer à se rendre compte que finalement, l'intersyndicale, c'était peut-être sympa le 19 et le 31 janvier, mais qu'à un moment donné, ça a été un véritable obstacle à la contagion de ce mouvement, à la radicalisation de ce mouvement et à la généralisation de cette grève qui aurait pu faire reculer le gouvernement. Et donc voilà, si on est là aujourd'hui, c'est pour aussi tirer le bilan et montrer qui sont les responsables de ce bilan-là. Merci les camarades. Merci. On vous propose de rester, donc on va essayer de donner des slogans par des gens qui savent faire, donc pas moi. Mais donc on vous remercie à tous d'être venus en tout cas. C'était important de marquer le coup. On est fiers d'avoir été là. On n'a pas à rougir comme disait Anas. Et voilà, on reste pour mettre un peu d'ambiance. Tous ensemble, grève générale, et tous ensemble, grève générale, tous ensemble, grève générale, et tous ensemble, grève générale, et tous ensemble, grève générale, et tous ensemble, grève générale. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, puis c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction, c'est pas la grève, c'est par l'action. Alors c'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, et c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction, non c'est pas la grève, c'est par l'action. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction.